Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Madame Isabelle Huot. Alors Isabelle, docteur en nutrition, qui se spécialise dans le domaine du bien-être depuis plus de 25 ans. Alors, elle a initié plusieurs cliniques avec des spécialistes sur le comportement alimentaire, des spécialistes tels des nutritionnistes, des kinésiologues, psychologues, tout ça pour vous accompagner dans cette démarche de redonner à notre santé toute sa splendeur, quoi. Et de ce temps-ci, c'est une entrepreneure connue et reconnue. Alors, elle a mis en marché une gamme de produits prêts à manger, très diversifiés. Mm-hmm. Et je crois qu'elle vient de lancer en plus un produit pour le corps. On ne le voit pas, hein? Oui, on le voit, le Nurix. Oui. Alors, il est certain qu'aujourd'hui, elle va nous parler de l'alimentation versus la santé mentale. Et dans la santé mentale, n'est-ce pas, Isabelle, on prend soin de la respiration est un atout certain, le yoga, l'exercice, prendre soin de notre corps, avoir une supplémentation des plantes médicinales importantes, mais l'alimentation pour aller chercher les nutriments dont notre cerveau, dont notre intestin a besoin, la flore intestinale, c'est fondamental. L'alimentation, c'est incontournable. Incontournable, vraiment. Et comme depuis 2 ans, on est aux prises avec une pandémie, ça a mis une emphase sur l'anxiété que plusieurs Québécois peuvent ressentir. Alors, que ce soit notamment des jeunes de 18 à 24 ans, ça l'a touché aussi, je crois, Isabelle, davantage les femmes. Oui. Et comme ce sont les femmes aussi, bien souvent, qui ont composé les repas, donc c'est très important de parler de ce sujet-là ce midi. Alors, je te laisse, Isabelle. Oui. Mais va pas trop loin, là. Nous montrer comment la fourchette peut nous aider au niveau de notre immunité, au niveau de notre santé mentale. Non, Absolument. Je ne suis pas loin parce qu'il y a des questions qui vont apparaître et des fois, je peux peut-être t'interrompre un peu pour… Avec plaisir, René. Quel plaisir de te retrouver. Écoute, on se connaît depuis au moins 25 ans. Oui, J'étais une de tes ambassadrices de l'Expo Manger Santé. Je le visitais quand c'était au Collège Maisonneuve. Je n'ai pas manqué une édition. Et puis, chapeau à toi d'avoir monté un salon qui a débuté tout petit puis qui continue maintenant en virtuel, qui rejoint tellement de monde. Moi, c'est vraiment mon salon préféré. Je m'ennuie du présentiel et j'ai bien hâte à l'année prochaine, vivement pour un retour, pour te voir. Bien oui, on s'ennuie beaucoup et on a nos dates pour 2023 en souhaitant de tout cœur que ce soit possible. OK. En mars 2023. En mars 2023, on sera au rendez-vous. Merci beaucoup. Puis merci à Jacques aussi, notre technicien fidèle au rendez-vous. On apprécie beaucoup ton travail. Le technicien est beaucoup plus parce que Jacques est très important. Oui, c'est plus, hein? Beaucoup plus. Merci à Jacques. Donc, aujourd'hui, j'en ai à peu près pour 30-40 minutes de présentation. Posez vraiment toutes vos questions. Je suis disponible. Je suis même prête à rester 1 heure. Si vous avez plus de questions, ça me fait vraiment plaisir. Merci. On est plus de 215 personnes. J'aime ça, voir ça. Merci. Nous avons reçu plusieurs questions, comme je t'ai dit, Isabelle, qui comportent beaucoup, qui l'immunité et l'alimentation du cerveau. Bon, bien, parfait. Donc, on va essayer de répondre à ça, mais essentiellement, la conférence ce midi, c'est vraiment sur la santé mentale, donc le rôle de l'alimentation sur la santé psychologique. Comme tu disais, René, c'est important d'en parler. La COVID n'a pas été facile. Il y a beaucoup de détresse psychologique, essentiellement chez les femmes, chez les jeunes aussi. Et de savoir qu'on peut moduler notre humeur, qu'on peut réduire le risque de dépression à travers une assiette gagnante. C'est un petit peu ça que j'ai envie de vous proposer ce midi. On va parler aussi de l'impact du stress, de la solitude qu'on a vécu avec la COVID sur le comportement alimentaire, parce que beaucoup de gens qui vivent stress, solitude ont eu tendance à trouver refuge dans les aliments, à se récompenser en mangeant des aliments qui sont riches en sucre
et en gras. Et j'en parlais avec un psychiatre hier, Dr. Sylvain Iceta, fascinant son domaine de recherche. Et puis, on voit bien que quand on mange des aliments riches en sucre et en gras, ça active des zones de plaisir au cerveau, un petit peu comme la drogue. Donc, ça fait que ça peut apaiser une émotion qui est négative. Donc, d'emblée, René, je commence avec les statistiques. Dans un sondage auto-déclaré sur le web auprès de 1000 Québécoises, 20% des femmes rapportaient un niveau d'anxiété qui était problématique. 40% des jeunes adultes aussi déclaraient être en état de détresse psychologique. Donc, on le sait, c'est très présent maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, tu as déjà amené, René, des belles solutions avec la respiration, l'activité physique, le contact avec la nature. Je vous en parle en fin de présentation. En présence de stress, de certaines émotions, que ce soit la solitude, l'ennui qui nous a touchés beaucoup aussi durant la pandémie, on a tendance à trouver refuge pour plusieurs personnes dans les aliments. Et ça s'explique en fait pour plusieurs raisons. D'abord, pourquoi des aliments qui sont riches en sucre et en gras? Je vous l'ai dit, ça active des zones au cerveau. Quand on regarde, on fait des scans cérébrales, on voit qu'il y a les zones du plaisir qui sont activées, mais il y a aussi les aliments qui sont riches en glucides notamment. Les croustilles, par exemple, les chips, les pommes de terre, des glucides vont élever la sérotonine en circulation, qui est le neurotransmetteur du bien-être. Donc, c'est un petit peu le principe d'action des antidépresseurs, d'avoir plus de sérotonine en circulation. Et ça peut expliquer en partie pourquoi on va souvent chercher des céréales, des gaufres, un pot de Nutella, des rôtis quand on vit quelque chose là, qui nous tracasse. J'ai écrit un livre sur le sujet, Cessez de manger vos émotions avec la docteure en psychologie Catherine Sénécal. Et puis, dans cette approche-là, où on se fait du bien, c'est le premier volet de la conférence, on fait du bien à sa santé mentale, il ne faut pas tomber dans des régimes, dans des interdits. Ça peut juste susciter de l'obsession alimentaire, une détresse aussi, un sentiment de culpabilité. Et ça, il faut s'éloigner vraiment de la culpabilité. Bien manger, on a la responsabilité de bien manger pour diminuer le risque de maladies chroniques notamment, mais quand ça vient de la culpabilité, ça amène de la détresse et ça, on veut s'éloigner de ça. C'est pour ça qu'on est beaucoup dans un mouvement de diversité corporelle, d'éviter de catégoriser des aliments comme des ennemis qui font en sorte que ça peut générer un stress en soi de manger. Isabelle, quand tu dis aucun aliment interdit, mettons quelqu'un qui est habitué à boire du Pepsi, si, mettons, la personne se met à dire « Ah, si je bois une eau citronnée et développer un plaisir par rapport à l'eau citronnée. » C'est certain qu'il n'y a pas d'aliment interdit, mais il n'est pas interdit non plus d'améliorer nos choix alimentaires. Ah, bien, il faut les améliorer. Tu as tellement raison parce que là, on est beaucoup dans le mouvement, on peut tout manger, mais attention, l'alimentation saine est vraiment privilégiée pour la santé globale, incluant la santé du cerveau. Puis ça, c'est un super bon point. Puis si vous n'aimez pas l'eau, je vous invite à regarder mon Facebook Live avec Michel Lucas. Je ne sais pas si tu connais, c'est un épidémiologiste. Oui. Ah oui, qui travaille sur le projet Viséo. Et son but, c'est justement de remplacer les boissons gazeuses par de l'eau, puis d'aromatiser l'eau avec une panoplie de recettes qui font que l'eau, écoute, ça goûte tellement bon. Il y a des infusions d'herbes là-dedans. C'est incroyable, les recettes de Michel Lucas, qui vient de finir un diplôme de chef en plus d'être docteur en épidémiologie. C'est quelque chose. Moi, je vous invite aussi à remettre une structure, et j'en parlais avec le psychiatre hier, Dr. Iceta, dans votre journée, parce que beaucoup travaillent à la maison, ont perdu un petit peu la structure des repas, donc ils mangent un petit peu n'importe quand, et c'est souvent là où on est en Zoom, on travaille, peut-être que vous m'écoutez, là, vous n'avez pas eu le temps d'aller vous chercher un lunch, une collation, et c'est un peu là où parfois on dérape sur des aliments qui sont moins sains. L'assiette santé, ce n'est pas compliqué, le message à retenir, c'est la moitié de l'assiette en légumes. Il y a 50% des Québécois qui ne mangent pas le 5% de fruits et légumes par jour. Moi, je n'en reviens pas parce que ça fait 30 ans qu'on dit ça, René, de manger des fruits, des légumes, la variété. Et puis, il y a encore une personne sur deux qui n'arrive pas à atteindre le minimum. Puis je vous le dis, c'est le minimum parce que dans toutes les études populationnelles, quand on est à 10% de fruits et légumes par jour, on réduit
tellement le risque de cancer, de maladies cardiovasculaires, de dépression, d'AVC. C'est incroyable les bénéfices qui Et sont c'est reliés. tellement simple. Il faut une organisation de base. Tu sais, les gens qui ne Oui, mangent pas de légumes, probablement, et pas de fruits, probablement, c'est un manque d'organisation. ah, tellement. C'est tellement simple. Tu sais, mettons, manger des légumes pour souper, tu coupes un oignon en quatre, le faire Oui. sauter ou le faire cuire à l'étouffée. Déjà, c'est simple, c'est savoureux. À un moment donné, on ne peut plus s'en passer. Ah oui, moi, je suis folle des légumes. Là, c'est mon groupe alimentaire préféré. Je pourrais ne manger que ça. J'aime tellement ça. Donc, faites un effort parce que vraiment, ça vaut la peine. Manger en pleine conscience ou l'alimentation intuitive, on discutait de quand on est en compulsion alimentaire, quand on mange par stress, par solitude, on mange souvent très rapidement, debout sur le comptoir. Prenez le temps de savourer la vie. Je pense que tu es une bonne ambassadrice, Renée, de s'asseoir, de prendre le temps de se faire une belle assiette, même si vous êtes seul à la maison, de prendre le temps de bien mastiquer, vous allez mieux le gérer. Et ça, c'est vraiment, vraiment gagnant aussi. Dernière diapo sur le premier volet. Pas de tout ou rien. J'ai beaucoup vu à travers mes 30 années de pratique privée. En passant, je ne suis plus membre de l'Ordre professionnel des nutritionnistes, donc je dois vous spécifier que je ne peux plus porter le titre de nutritionniste diététiste, donc c'est pour ça que je suis docteur en nutrition. Donc, je ne fais plus de clinique privée, mais j'en ai fait pendant 30 ans à recevoir des gens qui souffraient d'hyperphagie boulimique, de compulsion alimentaire. Et ces gens-là étaient beaucoup il y avait une mauvaise journée, il y avait une émotion qui était négative, il y avait tendance à manger, par exemple, du chocolat. Et là, tout de suite, c'était dans leur tête, ma journée est foutue. J'ai mangé un morceau de chocolat. Je vais commander une pizza tant qu'à y être. Ma journée est foutue. Au pire, ma semaine est foutue. Donc, soyez pas dans le tout ou rien parce que ça, c'est jamais gagnant à long terme. Hein? Un repas à la fois, puis c'est pas quelque chose que vous avez mangé de moins sain qui gâche toute votre année, qui est quand même composé de saines habitudes de vie. Modifier ses pensées négatives. Genre, René, moi, je mange du chocolat tous les jours. Hein? J'adore le chocolat. Je suis fan de chocolat. Si je prenais mon chocolat puis que je me disais, hey, je suis pas bonne, je vais encore engraisser, c'est pas bon pour moi, c'est juste du négatif. Si je prends mon chocolat puis que je le savoure, puis il y a des notes épicées. J'aime ce chocolat-là qui vient du Pérou, puis j'encourage des coopératives du Pérou. Puis, on est dans un mode une pensée qui est beaucoup plus positive, donc ça ne vient pas avec la culpabilité. Et puis, c'est ça qu'il faut mettre de l'avant. Si je souffre de solitude, trouver des activités alternatives, des groupes Facebook, un club de marche. Donc, trouver des activités qui répondent à l'émotion, que ce soit le stress, l'anxiété, la solitude, au lieu de manger vos émotions, parce que ça peut faire toute la différence. Commençons dans le cœur du sujet maintenant. Qu'est-ce qui est le plus associé comme mode alimentaire à une meilleure santé mentale, René? Si je te dis, là, c'est qu'est-ce qu'on devrait manger pour diminuer son risque de dépression et d'anxiété? Tu me le demandes à moi? Oui. Ah! Juste comme ça d'emblée, là. D'emblée, ben moi, je dirais des aliments les moins transformés possibles et variés, c'est-à-dire beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup plus de légumes que de fruits, et des grains entiers, des légumineuses. Tu sais, moi, je suis plus du règne végétal, donc c'est ce que je mange. Des noix, des graines, apprêtées de façon très simple, avec des bonnes huiles pressées à froid, biologiques, si c'est possible. Là, on privilégie biologique. Alors, c'est exactement ça. Bien mastiqué pour bien digérer, pour prendre conscience de ce qu'on mange, apprécier de d'avoir eu la chance de s'approvisionner. Tu sais, si on s'en va dans toute la gamme, là, tu sais, on est privilégié de pouvoir s'approvisionner avec des bons aliments, de pouvoir les apprêter chez soi, les déguster par la suite. Ah bien, tu as tout compris. C'est le résumé de ma conférence. C'est exactement ça. Quand on regarde les études populationnelles, on se rend compte que les gens qui mangent ultra transformés, du fast-food, des repas du commerce avec plein de sel, de gras saturés, des additifs alimentaires, beaucoup plus de dépression chez cette population-là. On s'est rendu compte qu'il y a des nutriments, mais des patterns alimentaires qui sont associés à moins de dépression.
Et effectivement, les régimes qui sont associés à moins de dépression, moins d'anxiété, c'est des régimes essentiellement plant-based, donc origine végétale, légumineuse, grains entiers, noix, graines. Les régimes où on a plus de poissons aussi. On va vous parler des oméga-3 tout à l'heure parce qu'il y a des vitamines, des minéraux et des bons gras qui sont associés à une meilleure santé mentale. Tout ce qui est néfaste pour la santé mentale, les aliments transformés. Fait que je pense que René, tu l'as très, très bien décrit. Et le régime, en fait, il y a 3 régimes qui sont associés vraiment à une meilleure santé mentale. Le régime méditerranéen, qui est pour moi un régime qui est flexitarien, donc essentiellement des végétaux, très peu de viande, très, très peu de sucre. Le régime végétarien et le régime végétalien. C'est vraiment les 3 régimes qui sont associés à une meilleure santé mentale. Puis on va voir pourquoi. D'abord, pour certains aliments, certains nutriments, mais également pour leurs bénéfices sur le microbiote, hein, notre flore intestinale qui dicte beaucoup, je viens de voir qu'il y a une faute dans le méditerranéen, qui dicte beaucoup notre santé physique et le niveau d'inflammation qu'on a au niveau corporel. Ce qu'on veut aussi, c'est diminuer le cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc, comment qu'on fait pour diminuer le cortisol? Et j'ai reçu un chercheur récemment, super intéressant ces études, qui a fait une recherche pour le CEPAC, le regroupement des parcs au Québec, et qui disait que le contact avec la nature, donc là, on n'est pas dans la nutrition, puis on ne parle pas d'activité physique, juste aller dans le potager, juste avoir des arbres autour de soi, juste entendre couler l'eau, juste être avec la nature 15 minutes par jour diminue le cortisol salivaire. Écoute, c'est fou, là, l'hormone du stress. Donc, je vous invite vraiment à sortir tous les jours. Le beau temps s'en vient. C'est tellement agréable. Le coucher du soleil. Oui, oui, parce que ça aussi, c'est vraiment la pleine conscience. Je vous parlais de la sérotonine tout à l'heure, le neurotransmetteur du bien-être. Pour avoir plus de sérotonine en circulation, il faut faire entrer au cerveau son précurseur qui est un acide aminé, le tryptophane. Et pour le faire entrer, le tryptophane au cerveau, ça prend des glucides. Donc, si vous êtes dans un régime très, très faible en glucides, il y a moins de sérotonine en circulation. C'est pour ça que les grains entiers, c'est vraiment conseillé. D'ailleurs, le soir, pour mieux dormir, si vous avez juste, par exemple, salade avec une poitrine de poulet ou un poisson, ça peut être plus difficile l'endormissement que si vous avez un petit peu de quinoa, un petit peu de sarrasin, un petit peu de céréales avec votre repas du soir ou de prendre une petite collation avec un bol de gruau, par exemple, le soir, ça peut aider à mieux dormir parce que la pandémie, là, il y a une personne sur 2, un Québécois sur 2 qui a des problèmes de sommeil. Donc, soit difficulté à s'endormir, soit un réveil vers 1h, 2h, 3h du matin, puis pas capable de s'endormir. Puis on sait que quand on dort peu, on a les hormones de faim, de satiété qui sont déréglées, puis on a davantage d'appétit, puis d'appétit surtout pour des aliments sucrés. D'ailleurs, le cortisol, on le voit, c'est la période des impôts. Les comptables, les étudiants en examen, plus de cortisol dans la salive et dans le bilan sanguin également. Donc, beaucoup plus de rage pour des aliments sucrés. Moi, je le fais mesurer, René, mon cortisol. Est-ce que le test, il y a peu qui le font mesurer, mais moi, j'adore ça. Je fais mon cortisol pour voir mon niveau de stress et entreprendre. Mon cortisol. C'est la première fois que j'entends ça. J'adore ça. Moi, je fais mesurer mon insuline, mon cortisol, ma protéine C-réactive. J'adore des bilans sanguins très poussés. Permet vraiment d'en apprendre plus sur son bilan de santé, mais vraiment global. Là. Il y a le fait de boire de l'eau aussi qui fait du bien à ceux qui sont fatigués. Ah oui. Et il y a une question ici dans questions et réponses. Les gens demandent combien d'eau faut-il boire par jour? Ah, moi, j'adore ton point parce que souvent, on pense qu'on est fatigué, mais on est tout simplement déshydraté. Voilà. Moi, je prends 2 et 3 litres par jour. Tu sais, avant de tomber en hypodatrémie parce qu'on a trop bu d'eau, là, on parle de 10-12 litres par jour. Donc,
Tu sais, 2 litres, c'est un minimum. C'est sûr qu'il y a d'autres liquides qui hydratent. Les boissons végétales, ça contribue à l'hydratation. Les légumes, les fruits qui sont gorgés d'eau, mais c'est sûr que si je ne rencontre pas mes besoins en fruits et en légumes, bien là, je n'ai pas cette hydratation-là qui devrait venir des aliments. Récemment, on a aussi des études qui ont montré que le thé, le café, en petite dose, genre 2 tasses par jour, contribuent à l'hydratation, mais à raison de 3, 4, 5 par jour prise, bien là, il y a un petit effet diurétique. L'alcool, oui. Et l'alcool, super diurétique aussi. Hein? Donc, il faut boire davantage. Avec l'activité physique, il faut boire davantage. Et puis, je vous invite vraiment à aller voir les vidéos de Michel Luca pour dire qu'est-ce qu'on met dans son eau pour jazzer son eau. Là, toi, c'est le citron, René, que tu apprécies? Oui, moi je mets du citron, je mets aussi de la chlorophylle parfois. Oui. Parfois, tu sais, mettons, vous achetez beaucoup de verdure, il vous en reste, passez la verdure dans votre eau, ça donne un goût, la coriandre, c'est magnifique. Ah Et, oui. et on a tous les appareils pour faire ça avec un mélangeur. C'est tellement facile de faire des eaux aromatisées avec des éléments de la nature. Et s'habituer à boire de l'eau aussi, de l'eau pure, Oui. c'est quand même, c'est fantastique de boire de l'eau, tu sais, c'est un privilège. On a de l'eau encore potable ici, là. Vraiment. Même Et c'est gratuit. il faut faire attention. On a aussi des systèmes d'eau, des purificateurs, etc. Mais on a accès à beaucoup d'eau. Alors, pourquoi s'en priver? Vraiment, les gens peuvent l'expérimenter sur leur corps. Boire 8 verres d'eau par jour, d'avoir un pichet. C'est certain que pour boire de l'eau, il faut être tout le temps ton pichet à côté de toi pour que ce soit simple, que tu y penses, puis de boire des petites gorgées à la fois, pas de boire des grands, grands verres d'eau d'un coup. Bien, ça, j'aime ça parce que l'accessibilité, que ce soit pas aussi pour les légumes, là. Moi, mes clients qui mettaient un plateau de crudité sur la table chaque soir, je peux vous dire que les enfants pigeaient dedans. Alors que c'est accessible, c'est là, on grignote, on en mange. Alors que c'est plus facile, il faut se donner un coup de pouce là-dessus. Sur l'alcool, bien, l'alcool, 2 choses. Si je prends un apéro à jeun et que j'ai accès à un buffet, je vais manger en théorie 200 calories de plus. L'alcool stimule l'appétit. L'alcool va perturber le sommeil aussi. Et on sait qu'un sommeil qui est réparateur, on en a besoin d'un bon sommeil pour vraiment réparer toutes nos cellules pour les fonctions cognitives aussi. Donc, il faut y penser. L'alcool en modération, surtout le vin rouge, peut avoir un effet bénéfique sur le cœur, mais en même temps, trop d'alcool augmente le risque de cancer du sein, foie, pharynx, larynx et peut nuire aussi au sommeil et au microbiote. Parlant de microbiote, vous n'avez sans doute entendu parler, moi, c'est mon dada, j'adore le microbiote. L'experte, c'est Andréane Martin qui est encore plus, qui est super à jour sur tout ce qui concerne le microbiote. De plus en plus, on s'y intéresse parce qu'on se rend compte que les gens qui ont un microbiote qui est moins diversifié, qui est moins riche en bons micro-organismes, ont beaucoup plus de dépression, Alzheimer, Parkinson, obésité, diabète de type 2. Donc, il y a un lien incroyable entre la composition de notre flore intestinale et la santé physique et la santé psychologique. Puis pour l'instant, ce qu'on sait, pour avoir un microbiote qui est diversifié, bien, l'allaitement. C'est sûr que l'allaitement maternel favorise un microbiote qui est diversifié, mais le joueur principal, c'est vraiment l'alimentation. C'est sûr que si on prend des antibiotiques, ça va jouer de façon défavorable sur le microbiote. Donc, qu'est-ce qui va jouer de façon favorable? Beaucoup l'alimentation. Puis là, on revient dans l'alimentation à base de plantes qu'on parlait. Le régime méditerranéen va diminuer les micro-organismes inflammatoires pathogènes dans l'intestin. Le régime végétarien va aussi avoir un impact bénéfique sur le microbiote, alors que les régimes transformés, riches en fast-food, qui sont pauvres en glucides, vont diminuer tant le nombre total de bactéries que la diversité. Donc ça, c'est vraiment fascinant. Puis ce qui est fascinant, c'est la connexion bidirectionnelle entre le cerveau et l'intestin. Donc, ils communiquent ensemble. On le voit, je vous donne 2 exemples. Si, par exemple, vous avez un événement stressant, vous avez une conférence, vous êtes très stressé, vous devez parler devant, comme moi, là, 230 personnes, par exemple.
Je ne suis pas stressée, ça fait longtemps que je fais ça, mais mettons que je suis stressée, ça se peut que j'ai des douleurs, une diarrhée, ça se peut que j'ai des symptômes gastro-intestinaux. Mon cerveau communique à l'intestin, ça peut activer le péristaltisme. À l'inverse aussi, si mon intestin est défavorable, je n'ai pas des bons micro-organismes, j'ai des ballonnements, j'ai de la constipation, ça communique au cerveau dans l'autre sens et je peux avoir un état d'anxiété, un état de dépression. On le voit chez les enfants autistes aussi qui ont beaucoup de constipation et ils deviennent beaucoup plus agressifs. Donc, il y a un lien là, qui est vraiment bidirectionnel entre les deux, puis c'est un domaine de recherche qui est super fascinant. Quand notre intestin est défavorable, on parle de dysbiose intestinale. Et dans le cas du syndrome de l'intestin irritable, j'en profite pour vous dire que c'est le mois de la sensibilisation au syndrome de l'intestin irritable. C'est le sujet de ma chronique à LCN samedi, si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur le sujet. Ça touche 13 à 20 de la population, essentiellement les femmes. Et il y a un lien vraiment entre l'anxiété et les symptômes du syndrome de l'intestin irritable. Plus on est stressé, anxieux, plus nos symptômes sont sévères. Fait qu'on voit encore là le lien là, bidirectionnel entre l'intestin et le cerveau. Ce qu'on étudie beaucoup, c'est les probiotiques, les prébiotiques pour moduler la flore intestinale puis influencer la santé mentale. Et ça, c'est vraiment intéressant. J'ai reçu un expert, Dr. Deschlotte, de l'Université de Paris sur les probiotiques récemment. Puis, il a développé une souche de probiotiques qui amène l'intestin à métaboliser différemment les calories. Donc, ces patients perdent du poids en prenant des probiotiques, pour vous dire à quel point, dans les prochaines années, on va découvrir des formulations qui vont nous permettre, il y en a aussi qui sont étudiées pour la santé mentale. Donc, au lieu de prendre un antidépresseur, on est après tester des types de probiotiques qui ne sont pas encore disponibles au Canada, qui vont moduler l'humeur et la dépression. Fascinant, hein? Fascinant. Ah oui, c'est fascinant. Moi, j'adore ça. Donc, je suis très à l'affût de tout ce qui est publié dans le domaine. Donc, le microbiote varie en fonction de la prise d'antibiotiques. Plus on mange diversifié, puis ça, René a amené ça à quel point c'est important de manger varié, plus l'intestin est varié. Plus il est varié, mieux c'est. Maintenant, des conseils pour vraiment diversifier notre microbiote, là, ce qu'on sait pour l'instant, parce que la science est en ébullition. Les fibres alimentaires, là, on mange 15 grammes par jour. Les végétariens mangent 35 à 50 grammes. C'est ça qu'il faut manger comme quantité de fibres par jour. Les experts du microbiote là, sont même à dire on vise le 50 grammes. Mais si je suis carnivore, puis que j'ai presque pas de légumes, j'ai pas de noix, puis j'ai pas de graines, puis je mange du pain blanc, c'est impossible d'atteindre cette quantité-là. Fait que c'est pour ça qu'on revient encore vers le plant-based, les aliments d'origine végétale qui sont riches en légumes, en fruits, en graines et qui vont aller chercher le 25 à 50 grammes de fibres qu'on a besoin par jour. Deuxième conseil, les probiotiques. Mais là, lesquels? Et là, si vous regardez le guide clinique des probiotiques canadiens, il y a des probiotiques qui sont reconnus efficaces pour certaines conditions. Par exemple, je prends des antibiotiques, ça donne des diarrhées. Il y a 3 ou 4 probiotiques qui sont reconnus pour lutter contre la diarrhée associée à la prise d'antibiotiques. J'ai une opération, je veux prévenir le C difficile, il y a Bioca+, entre autres, qui est reconnu pour aider justement à prévenir les maladies nosocomiales. Après ça, si par exemple, j'ai le côlon irritable, il y a Align et Touzen qui sont reconnus dans le guide canadien. Puis là, on parle de données probantes pour alléger les symptômes de l'intestin irritable. Malheureusement, à ce jour, pour la santé mentale, on n'en a aucun qui est reconnu. Comme je vous dis, c'est encore à l'état de recherche, mais on gagne tous à manger des probiotiques, que ce soit les aliments fermentés, c'est super bon, mais en théorie, ce n'est pas déclaré comme un probiotique. Les kéfirs, les laits fermentés, des produits comme Bioca, des produits comme Danactive. Moi, j'aime beaucoup le kéfir aussi, si le goût vous plaît. C'est très intéressant. Et plus il est effervescent, plus on a de bons micro-organismes. Puis faites attention parce que ce ne sont pas tous les yogourts qui sont probiotiques. À la base, un yogourt, il y a 2 souches de bactéries, là. Streptococcus, Thermophilus, Lactobacillus, j'ai un blanc.
c'est pas Acidophilus parce que ça, c'est un probiotique. Bref, il y a 2 souches, mais pour être qualifié de probiotique, ça doit survivre aux enzymes de l'estomac puis arriver intact au niveau de l'intestin. Et sinon, ben, si c'est détruit par les enzymes de l'estomac, il n'y a aucune action probiotique. Donc, assurez-vous de rechercher le terme probiotique. Donc, ça, j'en ai parlé. Les aliments fermentés, j'aime ça, le kombucha, choucroute, kimchi. Par définition, ce n'est pas un probiotique. Par contre, leur consommation est associée à une modulation de la flore intestinale, un effet qui est favorable. Maintenant, la nourriture des probiotiques, des prébiotiques, c'est la nourriture des probiotiques. Ça va stimuler la croissance et ou l'activité des probiotiques, notamment les bifidobactéries. Puis ça, on trouve ça dans les asperges, l'artichaut, l'ail, l'oignon, l'inuline aussi qui va être ajoutée dans certains produits. J'ai mis ma tartinade aux graines de chia qui est sans sucre ajouté. J'ai de l'inuline dedans, qui est une fibre prébiotiques. Sinon, le poireau, la banane apportent aussi des prébiotiques qui sont vraiment bénéfiques pour aller alimenter la croissance de nos bons micro-organismes dans l'intestin. Diminuer la viande rouge, opter pour davantage de protéines végétales, puis du tempeh, qui est un soya fermenté super intéressant. Il y a des belles compagnies québécoises qui en font maintenant. Je pense à Tempéine qui ont du tempeh qui est aromatisé, qui est vraiment intéressant, saveur printanière, saveur des Caraïbes. Donc, pour les gens qui n'aiment peut-être pas le goût du tempeh nature, quoi qu'on peut le faire mariner, je pense que c'est une belle porte d'entrée. Il y a Noble Beans aussi qui font du tempeh, puis c'est un produit montréalais. Il y a des aliments là, qui sont défavorables au microbiote. On a parlé de l'alcool tantôt, mais tout ce qui est édulcorant, les faux sucres, incluant le sucralose et les additifs alimentaires. Puis les additifs alimentaires, quand René disait manger moins transformé, plus on mange des aliments transformés, plus il y a des additifs. Et les aliments ultra transformés ont plusieurs additifs, puis entre autres les polysorbates 80-60 qu'on trouve dans les vinaigrettes du commerce, qu'on trouve dans la crème glacée, ont un impact défavorable sur le microbiote. Fait qu'il faut manger des aliments non transformés, cuisiner davantage. C'est sûr que c'est très bénéfique. Et comme je disais, ben, l'alcool en modération, parce que trop d'alcool augmente les endotoxines au niveau des muqueuses intestinales et ça peut amener une inflammation aussi dans l'organisme. Dépression, le régime méditerranéen, je vous en ai parlé. Et on a observé dans des études que des apports sous-optimaux pour les oméga-3, la vitamine B12, le magnésium, le zinc, il y a un risque accru de dépression. Donc, assurez-vous de rencontrer vos besoins en vitamines, en minéraux. Ça peut faire une différence. Poisson 2 à 3 fois par semaine. Si vous avez une dépression légère à modérée, les capsules d'oméga-3 d'origine marine, il y en a maintenant aussi végétales à base d'algues, pourraient avoir un impact bénéfique à condition qu'on prenne 1 gramme de PA par jour. PA, c'est l'acide eicosapentaenoïque. C'est vraiment ce type d'oméga-3-là à chaîne longue qui a une action positive sur la dépression. Les sources d'oméga-3 riches en EPA, ben, l'hareng, maquereau, sardines, saumon, thon. Évidemment, il y a des poissons qui sont plus riches en mercure aussi, fait que c'est toujours le bénéfice des oméga-3, mais le moins de mercure possible, le moins de toxines possible. Pour l'anxiété, encore là, on étudie les oméga-3, le magnésium, puis il y a des études récentes qui ont démontré qu'il y a certains acides aminés comme la lysine, qui est utile aussi pour les gens qui ont des feux sauvages à répétition, pourrait diminuer le cortisol salivaire, donc l'hormone du stress. Vitamine D. Là, ce qui est intéressant là-dedans, vitamine D, René, c'est que on se rend compte que les gens en dépression ont un taux sérique de vitamine D plus bas, souvent en bas de 50 nanomoles par litre. Et là, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que parce qu'on est déprimé, on sort moins à l'extérieur, donc on synthétise moins de vitamine D via les rayons du soleil, ou c'est l'inverse. Donc, on ne sait pas trop le rôle exact de la vitamine D sur le moral. Est-ce que si je prends un supplément, j'améliore mon humeur? Ce n'est pas prouvé en soi. Ce qu'on sait, c'est que les gens déprimés ont des taux sériques plus bas.
Donc, de toute façon, pour les multiples bénéfices de la vitamine D sur la santé globale, sur la prévention de la sclérose en plaques, sur la prévention du cancer du côlon, sur le système immunitaire, je recommande un supplément de vitamine D à l'année. Parce qu'aller puiser la vitamine D dans les aliments, c'est très difficile. Oui, il y a les boissons végétales, il y a le lait, il y a les œufs, il y a les poissons gras, il y a les champignons, mais ça prend beaucoup d'aliments là, pour aller chercher la totalité des besoins. La Société canadienne du cancer et d'ostéoporose recommande 1000 unités internationales par jour. Fait que c'est vraiment beaucoup. Là, j'arrive sur la fin. Bouger régulièrement, l'activité génère des endorphines, pouvoir anti-stress. Mettre des stratégies pour mieux dormir, c'est bien important que le sommeil soit réparateur. La respiration, René en parlait tout de suite en début de conférence, comment c'est important pour gérer son stress, la cohérence cardiaque. Donc, assurez-vous de bien dormir. Pour bien dormir, de ne pas avoir un repas trop lourd le soir. Je veux dire, peut-être mettre une source de produits céréaliers, comme je vous ai dit, pour la sérotonine. Mais si c'est trop gras, si on a du sucre, ça va nuire vraiment à notre sommeil et c'est vraiment pas ça qu'on veut. Il y a l'activité physique qu'on peut faire dans la journée plus que le soir aussi, s'éloigner des écrans, prendre une pause, méditer. Et là, je lis beaucoup sur, c'est pas les études les mieux construites, mais j'ai trouvé, René, dans la littérature, que manger 2 kiwis 1 heure avant d'aller au lit diminuait le temps d'endormissement de 17 minutes. Et 17 minutes qu'on tourne en rond pendant 30 minutes, c'est quand même pas si mal. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'il y a dans les kiwis, mais aussi les cerises aigres, les griottes, même impact sur le sommeil. Il y a les pistaches aussi dans des études qui augmenteraient la mélatonine en circulation et qui feraient en sorte qu'on s'endort plus facilement. Supplément de magnésium, beaucoup ont des carences en magnésium. Quand on est stressé, on perd du magnésium dans l'urine. Fait qu'un supplément de 100 mg à 250 mg le soir pourrait donner un petit coup de pouce aussi. L'exercice, j'en ai parlé. Même la marche fait toute la différence. Puis, je vous dirais surtout l'effet de la nature que j'ai abordé au début de conférence. Ça diminue la fréquence cardiaque, ça diminue la tension artérielle, ça diminue les niveaux de cortisol, ça baisse l'anxiété. Et ça, indépendamment de l'activité physique, juste d'aller regarder, regarde, tu parlais de coucher du soleil, là. C'est exactement ça, René. Admirer la nature, ne serait-ce que 15 minutes par jour, ça peut faire toute la différence. En rafale, ma dernière diapo. On adopte le régime méditerranéen ou végétarien ou végétalien pour toutes les études populationnelles et pour l'impact favorable sur le microbiote. On évite les carences parce qu'on a vu qu'il y a des carences notamment en vitamine D, en vitamine B12, en magnésium qui sont reliées à une moins bonne santé mentale. On augmente les fibres 25 à 50 grammes parce que c'est la nourriture préférée de nos micro-organismes. On intègre les probiotiques et les prébiotiques au quotidien parce que les probiotiques, ça transite dans l'intestin. Donc, on doit s'assurer d'en prendre tous les jours pour avoir un impact favorable. Et on diminue la consommation d'aliments transformés à cause des additifs, à cause du sucre, à cause des mauvais gras. C'est vraiment nuisible tant pour la santé physique que psychologique. Ah, là, on arrive à notre période de questions. C'est parfait. Est-ce qu'une personne qui a le syndrome du côlon irritable a automatiquement un microbiote en moins bonne santé? De fortes chances. Il y a vraiment un lien, il y a souvent une dysbiose quand on a un syndrome de l'intestin irritable. Quand c'est le cas, moi, je conseille vraiment de vous faire accompagner. Que je parlais d'Andréane Martin tout à l'heure, elle est spécialiste dans le domaine, elle a une équipe de nutritionnistes. Moi, j'ai une alliance avec l'équipe nutrition aussi, mais Andréane, je vous dirais que c'est la grande pro de la province dans le domaine et elle va vraiment travailler pour réintégrer des aliments que vous tolérez et qui peuvent moduler votre microbiote de façon favorable. Mm-hmm. Oui. Alors, il y en a qui posent des questions sur le magnésium. Moi, Isabelle, parfois le soir, je vais prendre du citrate de magnésium dans un peu de jus.
c'est quand même très agréable au goût et tout Oui. ça, c'est pétillant, puis ça aide à bien dormir. Moi aussi, j'en prends. Je vais prendre une petite capsule là, effervescente. Oui. Oui, moi aussi, je fais ça. J'aime bien. Écrire le nom des spécialistes pour tout. Ben absolument, je peux l'écrire. Andréane Martin. Oui, andréanemartin.com pour syndrome de l'intestin irritable. Sinon, moi, j'ai des cliniques dans 65 cliniques au Québec, puis j'ai une équipe de 40 nutritionnistes. Donc, hein, je parle de la compétition, mais c'est pas la compétition, je l'adore, Andréane, puis elle est très bonne. Fait que je réfère toujours au meilleur dans chaque domaine. Donc, nous, on fait beaucoup de troubles alimentaires, entre autres. On travaille le niveau d'énergie, etc. Mais si vous avez vraiment des problèmes intestinaux, Andréane, c'est la top. Il y en a qui se demandent de quelle façon tu mesures ton cortisol. Oui, on peut le mesurer salivaire. Moi, je le mesure un bilan sanguin. Je prends un bilan sanguin. Ce qui est difficile avec le cortisol, c'est que les taux varient énormément dans la journée. Par exemple, le matin, il est plus élevé. Fait que si moi, je fais mon bilan sanguin le matin parce que je suis à jeun. Donc, mon cortisol est d'emblée plus élevé que je le prendrais le soir. Mais ce qui est intéressant, c'est de suivre aux 3 mois son bilan pour voir, bon, est-ce que je suis moins stressée qu'il y a 3 mois, etc. Et on peut demander à son médecin, même chose, vitamine D. Moi, je fais mesurer ma vitamine D sérique toujours. Puis ça, on ne pense pas demander au médecin. Puis c'est important parce qu'il y a des gens qui ne répondent pas bien à la supplémentation en vitamine D. Ils vont prendre 800 UI par jour de vitamine D, puis dans le sang, sont à 25 ou 30 nanogrammes par litre. Fait que c'est important de voir, est-ce que je réagis, est-ce que j'en prends suffisamment? Parce qu'on essaie d'être en haut de 75 là, dans son bilan pour avoir plus d'impact bénéfique. Alors, tu fais prendre une prise de sang tous les 3 mois. Bien, moi, je fais ça parce que j'ai le syndrome des ovaires polykystiques, je suis prédiabétique, donc je suis mon insuline, je suis ma glycémie, puis je me suis enlevé un ovaire 3/4, puis j'ai un risque de cancer des ovaires, fait que je suis mes indicateurs de tumeur des ovaires, qui est de la CA 125, puis c'est un marqueur de tumeur, fait que mieux vaut prévenir, puis s'il y a quelque chose, bien, agir vite, hein, fait que c'est pour ça que je suis là aux 3 mois. Il y a des questions aussi. Oui. Les personnes qui n'ont plus la vésicule biliaire, donc ça change beaucoup. Il peut y avoir davantage de diarrhée. Oui. Moi, je n'ai plus de vésicule biliaire non plus. Je l'ai fait enlever, j'avais 20 ans. D'ailleurs, ma mère est décédée d'un cancer de la vésicule biliaire. Cancer foudroyant, très rare. Il n'y avait aucun traitement. Fait que vous dire que c'est génétique. Moi, à 20 ans, je me suis fait enlever ma vésicule par chance parce qu'elle a eu toujours des problèmes. Et pourtant, c'était une petite femme de 100 livres, très mince, mais elle a toujours eu des problèmes de vésicule biliaire. Et les pierres se sont calcifiées et sont devenues des tumeurs. Puis quand on s'en est rendu compte, on avait partout dans le péritoine le foie généralisé, il restait 2-3 mois à vivre. Donc, moi, j'ai plus de vésicule, mais le cholédoque, qui est le canal, compense. Il y a une réserve de bile qui se fait dans le cholédoque. Mais forcément, pour nous, manger du gras, c'est beaucoup plus difficile à digérer. C'est sûr que moi, je suis un repas gras, là, j'ai de la difficulté à digérer, j'ai des nausées, je suis vraiment pas bien. Ça me fait penser que j'étais juge au Grand Prix des fromages canadiens puis que j'ai mangé 400 fromages en 2 jours. Je peux vous dire qu'après, j'ai vomi pendant 5 jours. J'étais trop de gras. J'imagine que tu n'es pas sur la diète cétogène. Ah non, moi, je pourrais pas tolérer, je tolère pas le gras, là. Moi, j'ai une alimentation qui est le régime méditerranéen qui est modéré en gras, ça va, mais je pourrais pas du tout avoir une alimentation à 80% des calories sous forme de gras. Et les gens qui ont la maladie cœliaque, c'est certain que c'est plus difficile pour eux de manger trop de fibres. Oui. Maladie cœliaque, je trouve qu'il y a beaucoup de développement, que ce soit la maladie cœliaque ou l'hypersensibilité non cœliaque au gluten. Par rapport à quand j'ai fait mes études il y a 30 ans, là, je peux te dire que l'évolution des produits sans gluten, tellement intéressant. Hein? Il y a tellement de belles compagnies maintenant qui font des produits, pas juste la farine de riz qui a un indice glycémique élevé, qui était super riche en sodium.
Tu sais, on a Gogo Quinoa, on a Lulubelle, on a vraiment qui travaillent des farines de manioc d'Asie, des farines, pas d'Asie, d'Afrique, des coopératives de femmes. On a vraiment des beaux produits sans gluten maintenant. Je pense à Cuisine l'Angélique, là, qui fait un pain extraordinaire. Moi, je trouve que c'est le meilleur pain sans gluten, c'est celui de notre ami de Cuisine l'Angélique. C'est possible d'aller chercher ces fibres avec une maladie cœliaque maintenant. Oui, parce que la variété, les entreprises ont beaucoup innové de ce côté-là. Beaucoup. Est-ce que si on a une carence en vitamine D, car on en a un indicateur, je peux rétablir mon indicateur et éviter l'ostéoporose à 40 ans ou il est déjà trop tard? Ah, on peut. Parce que normalement, à 40 ans, on ne parle pas d'ostéoporose. On peut être, par contre, à un stade précoce qu'on appelle ostéopénie et il n'est jamais trop tard. Donc, on veut justement s'assurer qu'on n'est pas au stade d'ostéoporose. Puis à ce moment-là, il y a une médication qui va ralentir la perte osseuse qu'on peut prendre si on est vraiment dans un stade d'ostéoporose, mais ça m'étonnerait beaucoup à 40 ans. À la ménopause, il y a plus de risques d'ostéoporose. Donc, pour les femmes à 51 ans en moyenne, avec la chute d'estrogène, ça ne protège plus les os, mais je dirais à 40 ans, il n'est pas trop tard. Mesurez votre taux sanguin, prenez une supplémentation au besoin et puis vraiment, vous allez ralentir la perte osseuse, mais vous êtes encore protégé par l'estrogène. Donc, j'aurais vraiment des doutes là, que vous soyez sujette déjà à l'ostéoporose. Alors, il est certain qu'il y a beaucoup de questions sur l'intestin, parce que des questions sur notre cerveau, c'est un peu plus complexe. Oui. Mais par rapport à l'intestin, il y a toutes sortes d'anomalies comme les diverticulites. Alors, quelqu'un qui serait aux prises avec des diverticulites, Oui. Y a-t-il des fibres à favoriser? Diverticulite, le mot « it » veut dire inflammation. Fait que si on a une diverticulite, là, ça prend un régime qui est faible en fibres et en résidus. À court terme, parce qu'on a de l'inflammation, on veut diminuer cette inflammation-là, il y a souvent une prise d'antibiotiques qui est même reliée aux diverticulites parce que cette petite poche-là peut générer des bactéries qui vont se mettre à croître. Oui, donc, oui, mais après ça, à long terme, c'est prouvé que si on veut éviter des crises de diverticulite, on doit absolument manger beaucoup de fibres. On y va progressivement. Quand la crise, elle est passée, on met beaucoup de fibres, ça va assurer un bon transit alimentaire et faire en sorte que oui, on peut avoir présence de diverticulose, mais qu'on va prévenir les autres crises de diverticulite. Fait qu'il faut au contraire manger beaucoup de fibres. Eh bien. Et puis, il y a toujours le phénomène aussi, les femmes en avançant en âge, vouloir éviter l'ostéoporose. Donc, il y en a plusieurs qui prennent des suppléments de calcium et ça peut constiper. Oui, c'est pour ça qu'on va faire calcium-magnésium parce que le magnésium a un effet laxatif. Émollient, fait que ça va compenser un petit peu pour l'effet constipant, là, si on veut, du supplément de calcium. Et pour éviter l'ostéoporose aussi, la marche. Ah oui, la marche, ça prend du poids sur les articulations. La natation, c'est bien, mais c'est vraiment des activités qui vont mettre un poids sur l'articulation. Une certaine résistance. Oui. Et puis, il y a plein d'exemples comme ça où des gens ont pu améliorer leur bilan osseux par la marche, par l'exercice. Ah, l'exercice. Quel que soit l'âge. Quel que soit l'âge. Et il y a une étude fascinante aussi qui a été publiée en février dernier dans une publication par des chercheurs norvégiens qui montrait que si on modifie ses habitudes de vie passant d'un mode occidental à un mode méditerranéen, donc un régime type essentiellement basé sur des végétaux, on peut gagner jusqu'à 13 ans de durée de vie. Et même si on commence à 80 ans, puis on se dit, ah non, il y a plus. Bien, on peut gagner 3 ans en changeant ses habitudes de vie. Hey, c'est pas rien, là. Fait que c'est ça. Non, mais c'est encourageant. Oui. De penser qu'il n'est jamais trop tard pour améliorer, renforcer notre terrain, tout ça. Oui. C'est encourageant.
C'est encourageant. Puis moi, à 50 ans, mais là, je ne peux pas parce que je suis déjà pas mal dans le régime optimal, mais je pouvais gagner 9 ans de longévité si, par exemple, je mangeais du fast-food puis qu'à 50 ans, je décidais de manger méditerranéen ou végétarien. Là. Mm. Alors, moi, ça fait plus de 50 ans là, que je suis orientée sur le règne végétal. J'espère, en tout cas, mais déjà, on avance en âge et on est content. Bien, tu ne changes pas, puis je suis certaine que c'est tes habitudes alimentaires, tes habitudes de vie, parce que tu es pareil aujourd'hui que tu étais quand on s'est rencontrés il y a 30 ans. Ben là, non. Mais aussi, ce qui est important, comme je disais en prémisse, c'est vraiment d'essayer de diminuer l'anxiété, de faire en sorte que la vie soit vécue un instant à la fois. Tu sais, parce que nous, moi, j'organise l'expo avec toute une équipe, mais le stress n'est pas au menu, tu vois. Ah oui, j'adore. Alors, Isabelle, je te remercie infiniment. Ce fut fort intéressant. Puis ça nous encourage aussi à poursuivre, quel que soit notre état aujourd'hui, à poursuivre et à vouloir mettre de notre côté les clés. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas excessivement cher, c'est des choses qui sont accessibles. Oui, c'est pas compliqué, c'est pas cher. On l'a vu, l'inflation est à presque 7 %. Manger des légumineuses, ça coûte moins cher. La PVT, des légumes, surtout en saison, ça vaut tellement la peine pour gagner en énergie aussi, là. Oui, sa santé mentale et physique, mais aussi gagner en énergie puis optimiser les fonctions de son système immunitaire. Fait que je tiens à te remercier, Renée, pour cette belle heure passée avec toi, avec toute la gang. Merci à toi, Isabelle, parce que les gens aussi reçoivent des conseils que tu as pu expérimenter aussi dans tes cliniques depuis tant d'années. Donc, ce ne soit pas que de la théorie, mais c'est aussi de la pratique. Oui, vraiment, de la pratique. Alors, soyez confortés dans cette démarche de vouloir mieux se nourrir et d'avoir un mode de vie qui va vous garder le plus de bonne humeur possible. Absolument. Malgré tout ce qui se passe dans le monde. Et si je peux dire tout, les mercredis, Renée, j'ai des Facebook Live avec des docteurs de partout dans le monde. Fait que si la nutrition vous intéresse, je m'en vais chercher les experts de la francophonie de Belgique, de Paris, de partout sur tous les sujets. Donc, c'est le mercredi à 12h15 sur ma page Facebook si jamais c'est gratuit, si ça vous intéresse. Oui, en allant sur ta page Facebook, les gens vont découvrir énormément d'informations pertinentes, c'est certain. Merci.